République démocratique du Congo, l'Union pour la démocratie et le progrès social annonce que son chef, Étienne Tshisekedi, est prêt à rentrer au pays pour participer au dialogue national voulu par le président Joseph Kabila. Étienne Tshisekedi, octogénaire, est en convalescence à Bruxelles depuis août 2014. Il conditionne son retour au pays à la fixation de la date du dialogue et est prêt à y participer s'il se tient sous l'égide de la communauté internationale, a déclaré Bruno Tshibala, porte-parole de l'UDPS. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les Nations Unies en République démocratique du Congo dénoncent l'arrestation de 3 opposants du parti FONUS, 3 militants qui ont été interpellés il y a 10 jours, le 5 novembre, et qui sont toujours détenus. Maman Kapinga Mingala, Jerry Okunji et Paulin Lodi. Le chef du bureau conjoint des droits de l'homme de la MONUSCO, José Maria Aranas, parle d'arrestations arbitraires. Nous sommes préoccupés pour les arrestations arbitraires par les services secrets de l'ANR contre les membres de l'opposition dans ce climat préélectoral et dans l'impact que ça aura sur la crédibilité du processus électoral à l'avenir. On a déjà exprimé au gouvernement notre préoccupation constante pour les arrestations arbitraires sans supervision judiciaire, au secret, de manière isolée, sans accès aux assistance judiciaire ou légale. Dans ce cas concret, nous sommes préoccupés parce que parmi les détenus, il y a une femme âgée qui a des problèmes de santé et aussi parce que depuis que les 3 membres de FONUS ont été arrêtés le 5 novembre, les familles n'ont pas de nouvelles et ils ne sont pas eu accès à l'assistance d'un avocat. Selon le gouvernement de la République démocratique du Congo, les 3 militants du FONUS vont être présentés à la justice. Ils sont accusés d'incitation aux troubles à l'ordre public. Toujours dans l'actualité politique de la République démocratique du Congo, une délégation du G7 est arrivée hier à Lubumbashi. Le G7, c'est ce groupe de 7 partis dissidents de la majorité présidentielle, des partis qui ont dit non et qui ont dit leur opposition à un potentiel 3e mandat de Joseph Kabila à la tête du pays. Cette délégation est venue à Lubumbashi pour soutenir Gabriel Kyungu, leader de l'UNAFEC, dont le parti a connu des frictions avec les forces de l'ordre la semaine dernière. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, les nouveaux chefs de la commission électorale ont été investis par le président Joseph Kabila. Corneille Nangaa, Norbert Basengezi et Pierrette Mwenze sont investis respectivement comme président, vice-président et questeur de la commission électorale nationale indépendante, la CENI, indiquent les autorités à un peu plus d'1 an de la présidentielle. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Prochain. Élection, parlons-en, en République démocratique du Congo, le président de la République, Joseph Kabila, a investi Corneille Nangaa comme président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'ordonnance de cette nomination a été lue hier soir à la télévision nationale, la RTNC. Corneille Nangaa Yobeluo, voilà, c'est son identité complète, avait été proposé en octobre dernier par les confessions religieuses, à l'exception de l'Église catholique, pour succéder à l'abbé Malou Malou, celui-ci ayant quitté la tête de la commission officiellement pour des raisons de santé. Les explications de Carole Assillon. Économiste de formation, Corneille Nangaa connaît les rouages de la commission électorale congolaise pour avoir travaillé, entre autres en 2005, en son sein comme superviseur technique national alors qu'il était dirigé par l'abbé Malou Malou. Il a ensuite été nommé secrétaire exécutif adjoint de la CENI en septembre 2013. Sa nomination à présent à la tête de l'institution était attendue par la classe politique. Laurent Simon Ekenge est le porte-parole du mouvement social pour le renouveau. Alors, le fait de compléter l'équipe de la CENI pourrait être une bonne chose, mais malheureusement, quelle marge d'indépendance peut jouir l'équipe? Si c'est une marionnette dans les mains de la majorité, à ce moment-là, il n'y a rien à espérer. Il a été nommé pendant une période où les doutes divisent la classe politique congolaise. Donc, nous voulons le juger dans les actes.
Proposé par les confessions religieuses comme successeur de l'abbé Malo Malo, Corneille Nangaa ne fait toutefois pas l'unanimité. L'Église catholique n'a pas soutenu sa candidature. Un manque de consensus qui suscite des inquiétudes. Jean-Claude Baka, responsable de l'Association africaine de défense des droits de l'homme au Katanga. Donc, quoique il n'est pas issu de l'Église catholique, mais du fait que sa nomination n'a pas réuni l'unanimité de toutes les parties prenantes, nous voyons déjà avec un mauvais œil combien cette personne serait impartiale pour des résultats transparents et crédibles. Nous craignons que les élections qui seront organisées ne soient pas crédibles et transparentes. L'un des enjeux des prochaines élections en République démocratique du Congo sera de garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Et outre Corneille Nangaa, le président Joseph Kabila a également investi Norbert Basengezi et Pierrette Mwenzé, respectivement, au poste de vice-président et de questeur de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. RDC, sachez aussi que le nouveau représentant spécial des Nations Unies en RDC, Maman Sambo Sidikou, est arrivé hier à Kinshasa pour prendre ses fonctions. Maman Sambo Sidikou succède à l'Allemand Martin Kobler, dont le mandat s'est achevé fin octobre et qui est désormais émissaire de l'ONU en Libye. En bref, encore le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Commission nationale des réfugiés de la RDC invitent plus de 250 000 réfugiés rwandais encore présents dans l'est de la République démocratique du Congo à regagner leur pays. Ils ont lancé cet appel à l'occasion d'un atelier de formation organisé hier dans le Sud Kivu. D'après la CNR, 65 000 réfugiés rwandais ont déjà été rapatriés en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une information de la radio des Nations Unies, la radio Okapi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Direction République démocratique du Congo, où les détenus de la prison centrale de Rutshuru au nord Kivu ne reçoivent plus de vivres depuis 6 mois. Les autorités pénitentiaires craignent que certains prisonniers ne meurent de faim. En attendant, ce sont des associations religieuses qui nourrissent les détenus. Pauline Mouzalia, notre correspondant à Kinshasa, nous décrit la situation. Dans cette vieille prison construite à l'époque coloniale, les infrastructures de base font défaut. Mais depuis quelques mois, la situation s'est aggravée. Les prisonniers ne sont plus nourris, renseigne une autorité carcérale qui préfère rester anonyme. Elle craint de voir certains détenus mourir de faim, ce que confirme Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile de Rutshuru. Oui, ça fait en tout cas presque 6 mois que ces prisonniers ne sont pas nourris. Donc c'est une vie seulement en l'aide de certaines églises et même certains familiers qui viennent visiter les prisonniers. Depuis que les subventions de l'État ont baissé, les détenus de Rutshuru sont nourris grâce aux récoltes d'un champ appartenant à la prison. Mais depuis un temps, ces vivres sont détournés, dénonce la société civile. Des détournements confirmés par Edgar Kaungu, porte-parole du gouvernement provincial. Le ministère provincial de la Justice a été saisi de ces actes de détournement et les autorités sont en train de s'y investir pour punir et établir les responsabilités quant à ceux. En attendant, ce sont des associations religieuses qui nourrissent les prisonniers. Joséphine Mouima coordonne un groupe de femmes catholiques. Chaque famille cherche quelque chose qui amène à un endroit. Comme ça, on prend 3 à 5 femmes qui préparent cette nourriture. Après, ceux qui sont frais amènent la nourriture aux prisons. On donne aux prisonniers. Puis on fait un peu de prière. Le cas de la prison de Rutshuru n'est pas isolé. En juin dernier, une ONG locale avait publié un rapport très médiatisé. Ce document déplorait les mauvaises conditions de détention, allant jusqu'à qualifier les prisons congolaises de véritables mouroirs. Pauline Mouzalia à Kinshasa, BBC Afrique. Restons en RDC pour parler de cette grève des transporteurs routiers exploitant l'axe Matadi-Kinshasa. Ils dénoncent la non-application des accords signés avec le gouvernement en février 2013, accords qui prévoient des augmentations de salaire ainsi qu'une amélioration des conditions de vie de ces travailleurs. Selon le président du syndicat des transporteurs routiers en RDC, André Chikoji, les discussions avec le ministère de tutelle ont été lancées la semaine dernière pour essayer de trouver une solution aux revendications des transporteurs, mais aucune avancée n'a encore été observée, ajoute le responsable syndical. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
République démocratique du Congo, un étudiant a été blessé par balle ce mercredi à Kinshasa lors de heurts entre la police et les étudiants manifestant contre l'augmentation des frais universitaires, rapportent les sources médicales. Une journaliste de l'AFP a vu 2 autres étudiants blessés, l'un à la tête, l'autre à la jambe. Selon le corps médical, ces blessures ont été causées respectivement par un jet de pierre et une chute. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo. Et oui, Carole, rappelons que le président Joseph Kabila a investi Corneille Nangaa comme président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Il succède à l'abbé Malou Malou, qui a quitté la tête de la commission pour des raisons de santé. Alors, selon Patrick de Kinshasa, cette nomination est de bon augure pour le processus électoral. Je pense que c'est une nomination qu'il faut saluer. Ça vient au bon moment. Parce que vous savez que la démission du président, l'abbé Apollinaire Malou Malou, avait provoqué un tollé sur la scène politique nationale pour dire que non, c'est un prétexte pour retarder. Mais je pense que par cette investiture, le chef de l'État donne un message fort pour que la machine électorale puisse entrer en marche et faire taire tout ce qui est rumeur de tout genre. Notez que l'opposition soupçonne le chef de l'État de chercher par tous les moyens à se maintenir en place au-delà du terme de son mandat, fin 2016. Elle dénonce majoritairement le dialogue national voulu par le président comme une nouvelle manœuvre dilatoire, alors que l'ONU s'inquiète de la multiplication d'arrestations arbitraires d'opposants ou de membres de la société civile. Dadi de Goma, dans l'est du pays, salue, lui, l'arrivée en RDC du nouveau chef de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, la personne du Nigérien Maman Sambou Sidikou. Oui, ici à l'Est, il y a beaucoup d'insécurité, de désordre, de pillages, des enlèvements, que les gens en profitent pour trouver de l'argent. Mais une fois que la MONUSCO est là, quand même l'insécurité va diminuer. Mais là où il ne se retrouve pas, il y a beaucoup d'insécurité. Alors, je pense que quand même on va renforcer l'équipe partout. Donc nous demandons au nouveau chef de la MONUSCO de renforcer d'abord les effectifs de la sécurité. Et puis des hommes de Goma aussi réagit de son côté à la récente libération de 14 otages d'une ONG dans l'est du pays, moyennant caution. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans la région où aucun jour ne passe sans entendre de telles histoires, écrit-il. Les auteurs de ces enlèvements demeurent inconnus, mais leur mode opératoire ne diffère en rien de celui des terroristes à travers le monde, comme ceux de l'État islamique ou de Boko Haram, affirme notre auditeur. Merci Mireille, merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Cette nouvelle manifestation aujourd'hui dans les rues de Kinshasa. Après les étudiants de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, eh bien, ce sont les étudiants de l'Institut supérieur d'urbanisme qui ont manifesté aujourd'hui, occupant la rue devant l'établissement. La police est intervenue et voilà, cela a tourné à l'affrontement en cause la perspective d'une augmentation des frais universitaires, ce que le gouvernement congolais dément. À Kinshasa, Sonia Rollet. Ils étaient des centaines à l'Institut supérieur d'urbanisme, des étudiants auxquels se sont joints d'autres étudiants, ceux des Beaux-Arts, ou même des lycéens d'un établissement situé à proximité. La police est intervenue et les a dispersés une première fois à coups de gaz lacrymogène, mais les jeunes continuent d'occuper la rue. La police a le droit d'intervenir pour dégager la chaussée, explique le ministre de la Communication Lambert Mende. Nous, on voulait juste revendiquer nos droits. La police nous a asphyxiés avec ces gaz, rétorque un étudiant, accusant les forces de sécurité d'avoir provoqué, je cite, ce chaos. Car la manifestation a dégénéré en affrontement, jet de pierre du côté des étudiants, gaz lacrymogène et tir de sommation du côté de la police, qui a dû donc demander des renforts. Les forces de sécurité sont dans un premier temps parvenues à repousser les étudiants dans l'enceinte de leur établissement et ont cherché à faire mouvement à l'intérieur, mais ils ont à leur tour été repoussés par les jeunes en colère. La rue était constellée de pierres. Ils ont tiré des gaz ou je ne sais quoi à l'intérieur de l'enceinte de l'institut, on étouffait avec la chaleur, alors on a dû se défendre, reconnaît un étudiant. Finalement, le commissaire provincial est arrivé avec des renforts en équipement et en hommes, et à la tombée de la nuit, la situation était redevenue calme. Il n'y a pas d'augmentation des frais scolaires, c'est une rumeur. Les étudiants sont manipulés pour créer des troubles en ville, dénonce le porte-parole du gouvernement. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, 14 femmes ont été violées en septembre dernier par une unité de soldats congolais. Des données révélées après une enquête de l'ONU. Des informations que les Nations Unies ont dit avoir rapportées aux autorités congolaises. Kinshasa a promis de diligenter elle aussi une enquête. Les précisions à Kinshasa avec Pauli Mouzalia. Pour José Maria Aranaz, chef du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ce fut le plus grand incident de violence sexuelle
impliquant des troupes gouvernementales rapportées cette année. C'était entre le 20 et le 22 septembre dans le Sud Kivu. D'après ce rapport de l'ONU, 14 femmes ont été violées dans cette région par une unité de l'armée loyaliste qui traquait des groupes rebelles. Toujours d'après l'ONU, des cas de torture et d'extorsion ont également été rapportés. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, refuse de commenter ce cas spécifique tant qu'il n'y a pas eu de procès, mais il salue les progrès accomplis en matière de lutte contre les violences sexuelles commises par les militaires. Il y a eu des progrès au fur et à mesure que nous parvenons à mater les différents groupes armés. Nous assistons à une diminution des cas de violences sexuelles dans les zones de conflit. Et lorsqu'il y a des cas qui sont signalés dans l'armée, ils sont pris en charge immédiatement puisqu'il y a le principe de tolérance zéro. Pendant les guerres à répétition qu'a connues la RDC, des milliers de femmes ont été violées à l'est du Congo et en particulier dans le Sud Kivu, au point que certains activistes estiment que les violences sexuelles y sont utilisées comme armes de guerre. Poli Mouzali à Kinshasa, BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À Kinshasa, plusieurs étudiants ont été blessés, dont au moins un par balle lors de heurts avec la police. On fait le point avec Edine Sango. Pour la deuxième journée consécutive, des étudiants ont manifesté dans la capitale congolaise. Hier, c'était les tours de ceux de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Leur manifestation s'est soldée par des heurts avec la police. Des sources médicales affirment avoir enregistré au moins un blessé par balle. La police a confirmé son intervention mais soutient qu'il s'agissait plutôt de ramener les calmes. La veille, il y a eu aussi des échauffourées à l'Institut national des bâtiments et des travaux publics au nord de la ville. Des étudiants protestent contre la hausse des frais de scolarité. Cette année, ils doivent débourser $435 alors que l'année dernière, ils payaient $320, sans parler du coût des logements et des livres. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'armée sud-africaine a renvoyé 47 soldats accusés d'avoir violé le couvre-feu alors qu'ils opéraient au sein de la MONUSCO. Ces casques bleus ont quitté la mission de maintien de la paix fin septembre et ils ont été immédiatement remplacés par d'autres soldats venus d'Afrique du Sud. Les détails avec notre correspondante en Afrique du Sud, Sophie Ripstein. Ces 47 soldats sud-africains postés dans l'est de la RDC au sein de la MONUSCO étaient sortis de leur caserne le soir alors qu'ils avaient l'obligation de respecter le couvre-feu. Après leur suspension, ils viennent d'être renvoyés par les commandants des forces de défense en Afrique du Sud. Le général Kgalani Mabanga est le porte-parole de l'armée sud-africaine. Où est-ce que ces soldats étaient? Avec qui ils étaient lorsqu'ils ont violé le couvre-feu? Nous ne pouvons pas parler de cela. Mais nous disons que peu importe ce qui s'est passé, ils n'ont pas respecté les règles disciplinaires et ont compromis la sécurité des autres soldats sud-africains et ont compromis leur propre sécurité. Ils n'étaient pas là où ils devaient être. Kgalani Mabanga confie que les soldats auraient pu être kidnappés et forcés de révéler les positions des autres casques bleus ou même être tués, créant une situation d'insécurité pour le personnel. Selon certains médias sud-africains, les soldats se seraient rendus dans un bar connu pour être fréquenté par des prostituées à Goma. Les 47 soldats renvoyés de l'armée peuvent encore faire appel de cette décision en écrivant une lettre à leur supérieur expliquant pourquoi ils souhaitent rester dans les rangs de l'armée. Ils ont déjà été remplacés au sein de la MONUSCO. Au total, plus de 1300 soldats sud-africains opèrent actuellement au sein de la brigade d'intervention de l'ONU dans l'est de la RDC. La MONUSCO, la plus importante mission de maintien de la paix au monde, compte 20 000 soldats et policiers chargés de protéger les civils et de neutraliser la cinquantaine de milices congolaises ou étrangères qui continuent de sévir dans l'est du Congo. Sophie Epstein, Johannesburg, BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La force de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, semble vouloir se défaire de son contingent de la RDC. La décision serait liée à de présumés abus sexuels par des militaires congolais en RCA. Thierry Kambundi de Top Congo FM à Kinshasa a assisté à une conférence de presse du porte-parole gouvernemental, Lambert Mende. Des éléments de nos forces armées déployés en République centrafricaine ont peut-être commis depuis qu'ils sont dans ce pays frère des actes répréhensibles pendant leur mission. Mais rien, absolument rien, ne permet d'affirmer qu'ils se soient rendus coupables de ces abus sexuels, du moins jusqu'à preuve du contraire. Parce que nos magistrats doivent encore conclure. Et vous savez que le temps de la justice est différent du temps des médias.
Nous nous trouvons manifestement en présence d'une de ces campagnes de dénigrement de nos forces armées, dont il faut interroger les soupassements. À ce sujet, la position du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, la position du gouvernement de la République et du haut commandement militaire est claire. Tout membre du contingent cité dans une affaire de ce genre est automatiquement rapatrié en République démocratique du Congo pour faire l'objet d'enquêtes. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les militaires de RDC qui composent la MINUSCA pourraient prochainement quitter la Centrafrique. Actuellement, environ 400 militaires congolais font partie de la mission de maintien de la paix en RCA. Plusieurs éléments de ce contingent font l'objet d'accusations de viol ou d'abus sexuels. Oui, face à ces affaires répétées, les Nations Unies ont décidé de ne pas renouveler ce contingent lors de la prochaine rotation. Une information qui a provoqué de vives réactions parmi les autorités congolaises et notamment celle du porte-parole du gouvernement congolais. Il a convoqué une conférence de presse pour démentir ce qu'il qualifie de fausses informations. À Kinshasa, Sonia Rollet. RFI avait parlé d'un coup de fil entre le secrétaire général de l'ONU et le président Kabila au cours duquel cette question aurait été abordée. C'est faux, rétorque Lambert Mende, qui dément également les accusations d'abus sexuels commis par des militaires congolais. Ces allégations sont fausses et non avérées, assure le ministre de la Communication. Lambert Mende met en cause l'un de ceux qui, au sein de la mission de l'ONU en Centrafrique, aurait mené cette enquête, l'accusant, je cite, de solidarité mal placée suite à l'expulsion de Scott Campbell, l'ex-chef du bureau conjoint des droits de l'homme de l'ONU au Congo. Il dénonce également des dissensions au sein de la MINUSCA dont il ne serait jamais fait mention, citant nominativement un employé de l'ONU qui se serait plaint des méthodes d'enquête de son confrère. Devant les magistrats militaires congolais, les victimes se sont rétractées, assure Lambert Mende. La conseillère spéciale du président Kabila sur les violences sexuelles insiste elle plutôt sur la célérité et le sérieux de la réponse des autorités congolaises. Moins de 48 heures après la notification des allégations concernant 13 militaires congolais, explique Janine Mabunda, le ministre de la Justice a notifié l'auditorat général militaire pour dépêcher une équipe d'enquêteurs sur place. On attend toujours le résultat de cette enquête, dit la conseillère du président, qui note que le 17 novembre dernier, les ministres de la Défense et de la Justice ont ordonné le rapatriement des 13 militaires pour que, je cite, ils soient mis à la disposition de la justice. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et il est question ce soir de l'Est de la RDC, 2 ans tout juste après la victoire totale annoncée par Kinshasa en novembre 2013 sur la rébellion du M23. Une cartographie des groupes armés du Nord et du Sud qui vous vient d'être établie par des chercheurs de l'Université de New York. Bonsoir Jason Stern. Bonsoir. Vous faites partie de ce groupe d'études sur le Congo. 70 groupes armés recensés. Dans les 2 Kivu, on est très loin de la stabilisation de la région. Voilà, exactement. Donc, nous venons de lancer ce projet, le groupe d'études sur le Congo, avec une cartographie des groupes armés du Congo. Le premier constat, c'est ça, c'est que malgré la défaite de l'M23, malgré l'espoir qu'il y avait qu'on allait vers le déclin du conflit à l'est du Congo, on constate qu'aujourd'hui, il y a encore plus de 70 groupes armés à l'est du Congo, plus de 1,6 million de déplacés à l'est du Congo. Donc, le premier constat, c'est malheureusement qu'on n'est pas arrivé à la stabilisation du Congo. Ce qui s'est produit, c'est un éclatement, en fait, des groupes qui étaient traditionnellement présents dans les 2 Kivu? Donc voilà, il y a plusieurs constats qu'on peut faire, que nous faisons avec notre analyse. Le premier, c'est que, comme vous dites, il y a une prolifération, un éclatement de groupes armés à l'est du Congo. Donc, si en 2008, il y avait une vingtaine de groupes armés à l'est du Congo, aujourd'hui, il y a plus de 70. Ce sont pour la plupart des petits groupes armés qui n'arrivent pas à avoir plus de 200 soldats, mais des groupes armés qui ont un impact néfaste sur la population locale. Aussi, on tente, là aussi c'est un peu relatif, mais vers un déclin des liens entre ces groupes armés et les politiciens, et surtout aussi vers un déclin de l'aspect régional du conflit. Donc, si auparavant le clivage principal du conflit, ou le plus important du conflit, était entre le Rwanda et le Congo, aujourd'hui, pour la première fois depuis 1996, le Rwanda n'a plus un allié fiable, considérable, significatif à l'est du Congo. Donc, il y a plusieurs évolutions. Il y a des évolutions, je pense, positives, mais malheureusement aussi des évolutions négatives. Une influence rwandaise moins forte, donc vous nous le dites, aux 2 Kivu aujourd'hui qu'auparavant. Vous notez cependant que les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, restent le mouvement le plus influent? Oui, donc de loin, l'FDLR, malgré ce déclin régional, malheureusement, ce sont toujours les groupes rebelles étrangers qui ont l'impact le plus néfaste sur la population locale, surtout l'FDLR. Donc ce groupe est de loin le plus fort. Et même si vous voyez sur notre carte, vous allez voir que même point de vue géographique,
Ils contrôlent un étendue beaucoup plus grand que n'importe quel autre groupe armé. Ils ont environ entre 1500 et 2500 soldats. Ça aussi, c'est de loin plus important que n'importe quel autre groupe armé. Donc, c'est toujours, l'FDLR reste au cœur du conflit à l'est du Congo. Comment expliquez-vous le recul dont vous nous parliez de l'influence des voisins du Congo ? Je pense, et ça d'ailleurs, c'est parmi les raisons pour la défaite de l'M23. L'M23, en quelque sorte, était à la fin d'une tendance historique à l'est du Congo, avec ce déclin. Donc, ce déclin n'a pas commencé aujourd'hui. Le Rwanda a de plus en plus mal à mobiliser les alliés à l'est du Congo. Ses alliés les plus importants, les Hutus et Tutsis congolais, pour la plupart, ne veulent plus partir dans une aventure appuyée par le Rwanda. Ils ont fait partie de plusieurs rébellions depuis 1996. Donc, il devient de plus en plus difficile pour le Rwandais de mobiliser leurs alliés traditionnels à l'est du Congo. Donc, ils restent avec des alliés plus opportunistes, je dirais, à l'est. Je pense que la deuxième évolution, c'est que le climat international n'est plus favorable à ce genre d'ingérence. Notamment, on voit à Washington, mais aussi en Europe, des critiques beaucoup plus dures envers le régime à Kigali. Et la politique internationale n'est plus favorable. Ils ne voient plus que le prétexte sécuritaire du Rwanda tient le coup, et des critiques de plus en plus dures, je pense aussi vers des tendances autoritaires à Kigali. Donc tout cela aussi fait que ce soit difficile pour le Rwanda de s'impliquer à l'est du Congo. Sur quelle base recrutent les groupuscules, puisque certains ressemblent effectivement à des groupuscules, avec quelques dizaines de combattants seulement ? Tout à fait. Donc pour la plupart, ce sont des groupes qui recrutent sur base ethnique, avec des revendications de nature de protéger la population locale, leur population. Donc ils se revendiquent d'être des groupes d'autodéfense populaire. Mais aussi à ce niveau, au niveau des revendications, on voit aussi un changement. D'abord, le déclin régional a aussi fait en sorte que s'il y a 7 ou 8 ans, ces groupes, pour la plupart, c'est revendiqué des groupes de mobilisation contre le Rwanda. Aujourd'hui, si vous parlez avec eux, leur rhétorique a changé, leur discours a changé, et c'est beaucoup plus contre Kinshasa. Donc ce sont des groupes qui mobilisent contre le gouvernement à Kinshasa que contre le gouvernement à Kigali. Et la deuxième évolution de ce point de vue-là, je pense, c'est le fait que le gouvernement à Kinshasa ne négocie plus avec les groupes armés en offrant en contrepartie des postes dans le gouvernement, des postes au sein de l'armée. Ils ont changé leur politique de cette façon-là. Et cela a un impact positif, je dirais, sur les groupes armés. Donc on voit beaucoup moins des groupes armés aujourd'hui qui recrutent avec un seul but d'avoir des postes, des paiements en cash de la part du gouvernement. Ça signifie qu'on ne pourrait pas voir renaître aujourd'hui un mouvement comme le M23, dont la progression, on le rappelle, avait été spectaculaire, avec la prise de Goma notamment? Je pense, pour l'instant, je pense qu'il faut noter ce déclin régional est positif. Mais je pense qu'il y a plusieurs précautions à prendre par rapport à cela. Premièrement, nous venons d'observer l'éclatement du conflit au Burundi. Ce conflit, déjà, on le constate au sud Kivu, a déjà un impact sur l'Est du Congo. Deuxièmement, on va vers des élections très très controversées. La bataille de succession du président Kabila en RDC. Si vous parlez avec les groupes armés, il est évident qu'il y a pas mal d'entrepreneurs militaires, on pourrait les nommer, qui attendent ce processus électoral, qui pensent qu'ils pourront en tirer profit. Et donc là, on pourrait voir renaître pas seulement une implication régionale, mais aussi une escalade du conflit à l'est du Congo à cause des liens avec des acteurs domestiques. Merci Jason Stern. Je rappelle que vous faites partie du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Merci. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Kinshasa dénonce une machination contre les soldats congolais déployés en Centrafrique dans le cadre de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies. Le porte-parole du gouvernement congolais estime que les accusations de viol et d'abus sexuels formulées contre certains éléments des 850 soldats de la RDC en mission au sein de la MINUSCA ne sont pas fondées. Nous écoutons Lambert Mende, joint par Liliane Niacha. C'est une information totalement dénuée de fondement, tout comme celle qu'on a fait courir il y a quelques mois, et pour laquelle même nous avons reçu les excuses plates de la part de RFI, qui avait confondu la République du Congo, Brazzaville, avec la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, nous sommes victimes d'une tentative de manipulation de 2 filles centrafricaines par une responsable du bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme à Bangui, parce que les magistrats congolais que nous avons envoyés pour enquêter sur place ont reçu le démenti écrit formellement de ces 2 filles, ainsi que le démenti des responsables de la MINUSCA à Bambari même.
Vous parlez de manipulation. Qui serait donc à l'origine de cette manipulation et dans quel intérêt, si c'est le cas? On nous a parlé d'une dame qui est en charge du bureau des droits de l'homme auprès de la MINUSCA, qui semblait mécontente du fait que nous avons expulsé de Kinshasa son homologue, M. Scott Campbell, il y a quelques mois, et qui aurait trouvé là le moyen le plus commode pour se venger, entre guillemets, ce qui est vraiment regrettable. Est-ce que ce n'est pas une excuse facile, Monsieur Mendé, de penser qu'il s'agit de manipulation? Est-ce que votre gouvernement a enquêté sur les faits présumés attribués au contingent de la RDC au sein de la MINUSCA? Madame, je suis en train de vous lire le rapport du général Molicho, magistrat instructeur, qui a conduit jusqu'à Bambari une mission de 4 magistrats congolais que nous avons diligenté dès que nous avions appris qu'il y avait des soupçons qui pesaient sur nos unités. Donc, ne me parlez pas de légèreté. Donc, les soldats de la RDC vont rester en Centrafrique? Je ne sais pas, parce qu'on nous a dit qu'il y a une décision qui a été prise. Nous attendons qu'on puisse nous la notifier. Le contingent de notre pays en mission en Centrafrique a reçu toutes les félicitations, aussi bien des autorités centrafricaines que des responsables de la MINUSCA. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, interrogé par Liliane Niacha. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Au conjoint des droits de l'homme de l'ONU qui s'en alerte en République démocratique du Congo, alors que les militaires congolais participant à la force de l'ONU en Centrafrique sont accusés d'avoir commis certaines violences sexuelles. Le bureau onusien révèle une autre affaire, cette fois dans la province du Sud Kivu, en territoire de Kalehe. 14 femmes ont été violées par des militaires en opération dans la zone. Des faits qui se sont déroulés à la fin du mois de septembre et qui constituent les incidents les plus graves de ce type enregistrés en RDC depuis le début de l'année. Précision de Sonia Rollet. Les faits remontent à la fin septembre, entre le 20 et le 22, avec une journée apocalyptique, celle du 21. Un bataillon de l'armée congolaise se trouvait en opération contre un groupe armé, un groupe de Raya Mutomboki qui sévit dans le territoire de Kalehe. Difficile de connaître les circonstances exactes des incidents révélés par le Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies, mais il s'agit d'allégations très graves puisque 14 femmes auraient été violées par des militaires de ce bataillon. On parle également de cas de torture et d'extorsion. Le chef du Bureau conjoint des droits de l'homme de l'ONU, José Maria Aranas, s'en est ouvert au ministre de la Justice, puis à la conseillère spéciale du président Kabila sur les violences sexuelles, avant de l'évoquer publiquement lors de la dernière conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Ce n'est plus un sujet tabou, la tolérance zéro n'est plus un slogan, assure la conseillère spéciale du président. Janine Mabunda Lioko évoque une rencontre entre le responsable onusien et l'auditeur général militaire intérimaire hier matin qui se serait soldée par l'ouverture d'une procédure auprès de l'auditorat militaire de Bukavu dont dépend le territoire de Kalehe. Si côté onusien, on se dit encouragé par l'ouverture dont ont fait preuve les autorités congolaises jusqu'ici, la conseillère spéciale du président promet de son côté une réelle transparence sur les suites judiciaires de cette affaire. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. La RDC qui vient de signer avec le Rwanda un protocole d'entente sur la surveillance et la préservation du lac Kivu, lac qui fait la frontière entre les deux pays et qui renferme dans ses profondeurs une forte concentration de méthane, potentiellement source d'électricité. En tout cas, le processus a déjà été entamé côté rwandais. Stéphanie Aglietti. Depuis un mois, le projet Kivu Watt au Rwanda a commencé à produire de l'électricité avec le méthane du lac Kivu. D'une capacité actuelle de 25 mégawatts, l'installation devra être complétée par 3 autres plateformes pour atteindre les 100 mégawatts. Afin de gérer au mieux cette ressource en énergie théoriquement partagée entre les deux pays, le Rwanda et la RDC se sont entendus sur la création d'un comité. Outre la préservation de l'environnement, l'une de ses priorités sera de veiller à ce que l'exploitation du méthane ne perturbe pas la stratification du lac, a expliqué Augusta Musoni, responsable du département de surveillance de l'entreprise publique rwandaise d'électricité. Comprendre, empêcher une potentielle éruption limnique, une remontée des eaux profondes chargées en gaz mortel qui se répandrait dans l'atmosphère. En 1986, un tel phénomène dans le lac Nyos au Cameroun non exploité avait provoqué la mort par asphyxie de plus de 1700 personnes. En cas de catastrophe similaire sur le lac Kivu, ce sont les vies des quelques 2 millions de riverains congolais et rwandais qui seraient mises en péril. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI.